Lecture audio du conte Le fils du concierge de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. La famille du général était au premier, celle du concierge au sous-sol. La distance était grande entre les deux, par l'étage et par le rang, mais on habitait sous le même toit, avec vue sur la rue et sur la cour. Celle-ci avait une pelouse avec un acacia en fleurs, quand il fleurissait, et sous cet arbre venait parfois s'asseoir la nourrice parée avec l'enfant du général, la petite Émilie, plus parée encore. Devant eux dansait sur ses pieds nus le petit garçon du concierge, aux grands yeux bruns et aux cheveux foncés. Le bébé riait, tendait vers lui ses petites mains, et quand le général voyait cela de la fenêtre, il hochait la tête et disait « Charmant !» La générale, elle-même, qui était si jeune qu'elle aurait pu être la fille de son mari dans un mariage précoce, ne regardait jamais par la fenêtre sur la cour, mais elle avait donné l'ordre qu'on laissât le petit garçon du concierge jouer devant le bébé, à condition de ne pas le toucher. La nourrice observait strictement l'ordre donné. Le soleil pénétrait chez les gens du bel étage et chez ceux du sous-sol. L'acacia portait des fleurs, qui tombaient, et il en venait d'autres l'année suivante. L'arbre fleurissait, et aussi le petit garçon du concierge. Il avait l'air d'une belle tulipe. La fillette du général devint délicate et pâle comme le pétale blanc rosé de la fleur d'acacia. Maintenant elle descendait rarement sous l'arbre. Elle prenait son air frais en voiture. Elle sortait avec sa maman, et alors elle faisait toujours un signe de tête à Georges, le fils du concierge, et même lui adressait du doigt un baiser, jusqu'au jour où sa mère lui dit qu'elle était trop grande pour cela. Un matin, Georges devait monter chez le général les lettres et les journaux qui avaient été déposés chez le concierge. En montant à l'étage et passant devant la chambre du trou au sable, il entendit un piaillement. Il crut que c'était un poussin, mais c'était la fillette du général en mousseline et en dentelle. « Ne le dis pas à papa et à maman, car ils seraient fâchés. »« Qu'est-ce qu'il y a, petite demoiselle » demanda Georges. « Tout brûle, dit-elle, tout est en flammes. » Georges ouvrit la porte de la petite chambre d'enfant. Le store de la fenêtre était presque consumé. La tringle charbonnait et flambait. Georges bondit, arracha le store, appela. Sans lui, il y aurait eu un incendie. Le général et sa femme interrogèrent la petite Émilie. « Je n'ai pris qu'une seule allumette, dit-elle. Tout de suite, elle a brûlé, et le store a brûlé. J'ai craché pour éteindre, j'ai craché tant que j'ai pu, mais je n'avais pas assez de salive, et alors j'ai couru me cacher, car papa et maman seraient fâchés. »« Cracher » dit le général. « Quel est ce mot-là? Quand as-tu entendu papa et maman dire cracher? Tu as pris ça en bas. » Mais le petit Georges eut une pièce de 4 skillings. Celle-ci n'alla pas chez le boulanger, mais dans la tirelire, où bientôt il y eut assez de skillings pour acheter une boîte d'aquarelle, et Georges put colorier ses dessins, dont il avait un grand nombre. Cela semblait lui sortir des doigts et du crayon. Les premiers dessins coloriés furent offerts à la petite Émilie. « Charmant » dit le général. La générale reconnut elle-même que l'on voyait clairement à quoi l'enfant avait pensé. « Il a du génie !» Tels furent les mots rapportés au rez-de-chaussée par la femme du concierge. Le général et sa femme étaient des gens de qualité. Ils avaient 2 blasons sur leur voiture, un pour chacun d'eux. La générale l'avait sur chacune de ses pièces de lingerie, à l'endroit et à l'envers, sur son bonnet de nuit et son sac de voyage. Son blason, à elle, était un blason de grand prix, acheté par son père argent comptant. Car il n'était pas né avec, elle non plus. Elle était venue trop tôt, 7 ans avant le blason. La plupart des gens s'en souvenaient, mais pas la famille. Celui du général était ancien et superbe. On pouvait se rengorger de le porter, mieux encore d'en porter 2. Et la générale se rengorgeait quand elle se rendait en voiture à un bal de la cour, droite et somptueuse. Le général était vieux et gris, mais montait bien à cheval. Il le savait, et sortait tous les jours, avec un groom qui chevauchait derrière lui à distance convenable. S'il allait à une soirée, il semblait arriver monté sur son grand cheval, et il portait des décorations si nombreuses que c'était incroyable, mais il n'y était pour rien.
Il était entré tout jeune dans l'armée, avait pris part aux manœuvres d'automne où les troupes étaient alors exercées en temps de paix. Sur cette époque-là, il avait une anecdote, la seule qu'il sût raconter. Son sous-officier isola et fit prisonnier un des princes, qui dut, avec sa petite troupe de soldats prisonniers, et prisonnier lui-même, entrer à cheval dans la ville à la suite du général. Ce fut un événement inoubliable qui toujours, au cours des ans, fut conté de nouveau par le général, avec les mêmes paroles mémorables qu'il avait prononcées en rendant son sabre au prince. Seul mon sous-officier pouvait faire votre Altesse prisonnier, moi, jamais. Et le prince avait répondu: Vous êtes incomparable. Le général n'avait jamais connu la vraie guerre. Lorsqu'elle avait sévi dans le pays, il avait été en mission diplomatique, dans 3 cours différents. Il parlait français au point de presque oublier sa propre langue. Il dansait bien, montait bien à cheval. Les décorations s'accumulaient incroyablement sur sa poitrine. Les factionnaires lui présentaient les armes. Une des plus belles jeunes filles les lui présenta aussi, et devint générale. Ils eurent un charmant petit bébé, une fille comme tombée du ciel, tant elle était mignonne, et le fils du concierge dansa devant elle dans la cour dès qu'elle put s'y amuser et lui offrit tous ses dessins coloriés. Elle les regarda et y prit plaisir et les déchira. Elle était si jolie et gentille. Mon pétale de rose, disait la générale, tu es faite pour un prince. Le prince était déjà devant la porte, mais on ne le savait pas. Les gens ne voient guère au-delà du pas de la porte. Notre garçon a partagé l'autre jour une tartine avec elle, dit la concierge, une tartine sans fromage ni viande, mais qui lui a plu comme si c'était du rôti. On en aurait eu un potin si le général et sa femme avaient vu un pareil repas, mais ils ne l'ont pas vu. Georges avait partagé sa tartine avec la petite Émilie, et il aurait volontiers partagé son cœur avec elle si elle en avait eu envie. C'était un bon garçon, éveillé, intelligent. Il allait maintenant au cours du soir de l'académie pour y apprendre sérieusement à dessiner. La petite Émilie faisait aussi des progrès. Elle parlait français avec sa bonne et avait un maître à danser. Georges va être confirmé à Pâques, dit la concierge. Georges en était là. Il serait bon de le mettre en apprentissage, dit le père. Il lui faudrait un bon métier. Et nous l'aurions hors de la maison. Il couchera tout de même chez nous, dit la mère. Ce n'est pas facile de trouver un patron qui a de la place. Et nous devons aussi l'habiller. Le peu de nourriture qu'il mange, nous pourrons bien le lui donner. Il est enchanté avec quelques pommes de terre bouillies. Ces leçons sont gratuites. Laissons-le suivre sa voie, tu verras que nous serons contents de lui. C'est aussi ce qu'a dit le professeur. Le costume pour la confirmation était prêt. Mère l'avait cousu elle-même, mais il avait été coupé par le tailleur ravaudeur, qui coupait bien. S'il avait eu une meilleure situation et avait pu monter un atelier avec ses ouvriers, disait le concierge, cet homme-là aurait bien pu devenir tailleur de la cour. Le costume était prêt et le confirmant aussi. Georges reçut le jour de sa confirmation une grosse montre en simili-or de son parrain, le vieux commis du marchand de lin, le plus riche des parrains de Georges. La montre était vieille et éprouvée. Elle avançait toujours, mais ça vaut mieux que de retarder. C'était un précieux cadeau. Et de chez le général vint un psautier relié en maroquin, envoyé de la part de la petite demoiselle à qui Georges avait offert des dessins. En tête du livre était écrit le nom du garçon, le nom de la demoiselle, et sa prévenante patronne, le tout dicté par la générale, et le général avait lu et dit « Charmant !»« C'est vraiment une grande attention de la part des gens si haut situés, dit la concierge. » Et Georges dut mettre son costume de confirmation et monter avec le psautier pour remercier. La générale était assise tout enveloppée, elle avait son grand mal de tête qui la prenait toujours quand elle s'ennuyait. Elle regarda Georges d'un air fort aimable et lui souhaita une vie heureuse et sans maux de tête. Le général était en robe de chambre et portait une calotte à glands et des bottes russes rouges. Il arpenta 3 fois la pièce, plongé dans ses réflexions et ses souvenirs, s'arrêta et dit « Alors, voilà le petit Georges devenu un chrétien ? Sois aussi un brave homme et respecte tes supérieurs. Un jour, quand tu seras vieux, tu pourras dire que le général t'a enseigné cette phrase-là. »
C'était un discours plus long que le général n'en prononçait d'habitude, et il rentra dans son recueillement et eut grand air. Mais de tout ce que Georges entendit et vit là-haut, au premier, ce fut la petite demoiselle Émilie qu'il conserva le plus nettement dans sa pensée. Comme elle était charmante, comme elle était douce, quelle grâce, quelle finesse. S'il fallait la dessiner, il faudrait que ce fût sur une bulle de savon. Il y avait dans ses vêtements, dans ses cheveux d'or bouclés, comme un parfum de rosiers efflorescents. Et il avait un jour partagé une tartine avec elle. Elle avait mangé la tartine gloutonnement, et toutes les deux bouchées lui avaient fait un signe de tête. Se souvenait-elle encore de cela? Certes oui, c'est en souvenir de cela qu'elle lui avait donné le beau psautier. Et lorsque pour la première fois après le jour de l'an suivant s'alluma la nouvelle lune, il sortit avec du pain et un skilling, et ouvrit le livre pour voir sur quel psaume il tomberait. C'était un psaume de louange et de grâce, et il l'ouvrit pour voir ce qui devait arriver à la petite Émilie. Il prit soin d'éviter l'endroit du livre où se trouvaient les psaumes funèbres, et il tomba quand même entre mort et tombe. Ce n'était vraiment pas croyable. Mais il fut très inquiet lorsque, peu après, la charmante fillette garda le lit, et tous les jours, à midi, la voiture du médecin s'arrêta devant la maison. Ils ne la garderont pas, dit la concierge. Notre Seigneur sait bien ce qu'il veut. Mais ils la gardèrent, et Georges dessina des images qu'il lui envoya. Il dessina le château du Tsar, le Kremlin de Moscou, exactement comme il était, avec des tours et des coupoles, qui avaient l'air d'énormes concombres verts et dorés, du moins sur le dessin de Georges. La petite s'en amusa beaucoup. Aussi Georges, au cours de la semaine, lui envoya-t-il encore quelques dessins, toujours des bâtiments, car avec des bâtiments elle pouvait imaginer ce qui était à l'intérieur et aux fenêtres. Il dessina une maison chinoise avec carillons à chacun des 16 étages. Il dessina 2 temples grecs avec de sveltes colonnes de marbre et des escaliers tout autour. Il dessina une église norvégienne. On pouvait voir qu'elle était toute en poutres, sculptées et singulièrement disposées. Chaque étage semblait avoir des pieds de bascule, mais le plus beau était ce qu'il appelait le château de la petite Émilie. C'était là qu'elle devait habiter. Georges avait beaucoup réfléchi et choisi pour ce château tout ce qu'il avait trouvé de mieux dans les autres constructions. On y voyait des poutres sculptées, comme dans l'église norvégienne, des colonnes de marbre, comme dans le temple grec, des carillons à tous les étages, et tout en haut des coupoles, vertes et dorées, comme au Kremlin du Tsar. C'était un vrai château d'enfant, et sous chaque fenêtre était écrit à quoi était destinée telle salle ou chambre. Ici dort Émilie, ici danse Émilie, et ici elle joue aux visites. C'était amusant à regarder, et on ne manqua pas de le regarder. Charmant, dit le général. Mais le vieux comte, car il y avait un vieux comte, qui était d'un rang plus élevé encore que le général, et qui avait lui-même château et manoir, ne dit rien. Il entendit dire que cela avait été inventé et dessiné par le petit garçon du concierge. Bon, le garçon n'était pas si petit, il était confirmé. Le vieux comte regarda les dessins et cela lui donna des idées, dont il ne dit rien. Un jour où le temps était gris, humide, affreux, fut un des jours les meilleurs et les plus lumineux pour le petit Georges. Le professeur de l'Académie des beaux-arts le fit appeler. Écoute, mon ami, causons un peu. Notre Seigneur a été fort bon pour toi en te donnant des dispositions. Il a aussi pour toi la bonté de t'envoyer de braves gens. Le vieux comte qui habite au coin de la rue m'a parlé de toi. J'ai vu aussi tes dessins. Nous n'en tiendrons pas compte. Il y a beaucoup à y corriger. Maintenant, tu pourras venir 2 fois par semaine à mon école de dessin, et tu arriveras à les faire mieux. Je crois que cela t'ira mieux d'être architecte plutôt que peintre. Tu auras le temps de te rendre compte de cela toi-même. Mais dès aujourd'hui, va trouver le vieux comte et remercie notre Seigneur pour cet homme-là. Il y avait une grande maison au coin de la rue. Autour des fenêtres étaient sculptés des éléphants et des dromadaires, le tout de l'ancien temps. Mais le vieux comte aimait surtout le nouveau temps, avec ce qu'il apportait de bon, car cela vint du bel étage, du sous-sol ou de la mansarde. Je crois, dit la concierge, que plus les gens sont vraiment de haut rang, moins ils sont fiers. Comme le vieux comte est charmant et simple. Il parle vraiment comme toi et moi. Le général et sa femme ne sont pas ainsi.
Georges n'était-il pas, hier, tout transporté d'aise, après la façon charmante dont il avait été reçu par le comte? Et je le suis aujourd'hui, après avoir causé avec cet homme puissant. N'avons-nous pas bien fait de ne pas mettre Georges en apprentissage? Il a du talent. Mais il a besoin d'être aidé, dit le père. L'aide est venue maintenant, dit la mère. Le comte a parlé en termes clairs. C'est tout de même de chez le général que c'est venu, dit le père. Là aussi, nous devons remercier. Volontiers, dit la mère. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de quoi remercier. Je remercierai notre Seigneur, et je le remercierai aussi de ce que la petite Émilie se rétablit. Elle alla de mieux en mieux. Georges alla de mieux en mieux. À la fin de l'année, il eut la petite médaille d'argent, et plus tard la grande. Serait tout de même mieux valu s'il était entré en apprentissage, dit la concierge en pleurant. Nous l'aurions gardé. Qu'est-ce qu'il va faire à Rome? Je ne le verrai plus jamais, même s'il rentre au pays. Mais il ne reviendra pas, le cher enfant. Mais c'est son bonheur et son honneur, dit le père. Oui, merci bien, mon ami, dit la mère. Tu dis ce que tu ne penses pas. Tu es aussi affligé que moi. Et elle avait raison, tant pour l'affliction que pour le départ. C'était un grand bonheur pour le jeune homme, disaient les gens. Et il prit congé, chez le général aussi. Mais la générale ne se montra pas. Elle avait son grand mal de tête. Le général, en disant adieu, raconta son unique anecdote, ce qu'il avait dit au prince, et ce que le prince lui avait dit. Vous êtes incomparable. Puis il tendit la main à Georges mollement. Émilie tendit aussi sa main à Georges, et eut l'air presque affligé. Mais le plus affligé fut tout de même Georges. Le temps passe quand on fait quelque chose. Il passe aussi quand on ne fait rien. Le temps est aussi long, mais non aussi utile. Pour Georges, il était utile, et pas du tout long, sauf quand il pensait aux gens de chez lui. Comment allait-on en haut et en bas? Oui, on écrivait là-dessus, et on peut mettre beaucoup dans une lettre, le soleil radieux et les jours sombres et pénibles. Ceci était dans la lettre qui annonçait la mort du père. La mère restait seule. Émilie avait été comme un ange consolateur. Elle était descendue la trouver. C'était ce que mère écrivait, et elle ajoutait sur elle-même qu'on lui laissa l'emploi de concierge. La générale tenait un journal, où elle inscrivait toutes les soirées, tous les bals où elle était allée, et toutes les visites reçues. Le journal était illustré des cartes de visite des diplomates et des personnes de la plus haute noblesse. Elle était fière de son journal. Il s'enrichissait beaucoup, et souvent à la faveur de tant de grands maux de tête, mais aussi de tant de nuits brillantes, c'est-à-dire de bals à la cour. Émilie avait été pour la première fois à un bal de la cour. Sa mère était en rose avec des dentelles noires, espagnole. La fille en blanc, toute claire, très élégante. Des rubans de soie verte ondoyaient comme des roseaux parmi ses cheveux d'or bouclés, qui portaient une couronne de nénuphars blancs. Ses yeux étaient bleus et clairs, sa bouche était fine et rouge. Elle ressemblait à une petite ondine, aussi jolie qu'on put l'imaginer. 3 princes dansèrent avec elle, c'est-à-dire l'un après l'autre. La générale n'eut pas mal à la tête pendant 8 jours. Mais le premier bal ne fut pas le dernier. Émilie en fut excédée. Aussi fut-il bon que l'été vint avec le repos, avec le bon air libre. La famille était invitée au château du vieux comte. C'était un château avec un jardin qui méritait d'être vu. Une partie était tout à fait comme autrefois, avec des haies vertes droites, comme si l'on avait marché entre des paravents verts où il y avait eu des Judas. Buis et ifs étaient taillés en étoiles et en pyramides. L'eau jaillissait de vastes grottes garnies de coquillages. Çà et là se dressaient des personnages de pierre, de la pierre la plus lourde. On pouvait le voir tant à leurs vêtements qu'à leur visage. Chaque corbeille de fleurs avait sa forme, un poisson, des armes ou un monogramme. C'était la partie française du jardin. De là on arrivait, pour ainsi dire, dans la fraîche forêt libre, où les arbres pouvaient pousser comme ils voulaient et devenaient grands et magnifiques. L'herbe était verte et propre à la marche. Elle était passée au rouleau, tondue et soignée. C'était la partie anglaise du jardin. Temps anciens et temps nouveaux, dit le comte. On passe fort bien ici, de l'un à l'autre. Dans 2 ans, la maison elle-même prendra l'aspect qu'elle doit avoir. Il y aura toute une transformation. Ce sera mieux et plus beau.
Je vous montrerai les dessins, et je vous montrerai le constructeur. Il vient dîner ici aujourd'hui. Charmant, dit le général. C'est le paradis ici, dit la générale, et vous avez là un château fort. C'est mon poulailler, dit le comte. Les pigeons habitent la tour, les dindons au rez-de-chaussée, la vieille, elle, se règne là. Elle a des chambres séparées de tous les côtés, une pour les poules qui couvent, une pour les poules qui ont des poussins, et les canards ont leur sortie sur la mare. Charmant, répéta le général. Et tous allèrent voir cette merveille. La vieille, elle, s'était au milieu de la salle, et auprès d'elle Georges l'architecte. Lui et la petite Émilie se revoyaient après des années, se revoyaient dans le poulailler. Oui, il était là, et avait belle mine, avec sa figure ouverte et résolue, ses cheveux noirs brillants, et un sourire sur les lèvres qui disait « Il y a en moi un fripon qui vous connaît à fond ». La vieille, elle, savait quitter ses sabots et se tenait sur ses chaussons, en l'honneur de ses visiteurs de haut rang. Et les poules gloussaient, et le coq chantait, les canards allaient clopin-clopant, coin, coin. Mais la délicate et pâle jeune fille, l'amie d'enfance, la fille du général, avait une lueur rosée sur ses joues habituellement pâles. Ses yeux s'agrandirent, sa bouche fut éloquente sans prononcer un seul mot, et le salut qui accueillit Georges fut le plus gracieux salut qu'un jeune homme pût espérer d'une jeune dame dont il n'est pas parent ou avec qui il n'a pas dansé souvent. Elle n'avait jamais dansé avec l'architecte. Le comte lui serra la main et le présenta. « Il ne vous est pas tout à fait inconnu, notre jeune ami, monsieur Georges. » La générale salua. La fille fut sur le point de tendre la main, mais ne la lui tendit pas. « Notre petit monsieur Georges, dit le général, on a voisiné, charmant. »« Vous êtes devenu tout à fait italien, dit la générale, et vous parlez sans doute la langue comme un homme du pays. » La générale chante l'italien, mais ne le parle pas, dit le général. À table, Georges fut assis à droite d'Émilie. Le général l'avait conduite. Le comte avait pris le bras de la générale. Monsieur Georges parla et raconta, et il racontait bien. Il fit les frais de la conversation, bien que le comte l'aurait pu aussi. Émilie restait muette, écoutait, les yeux brillants, mais elle ne disait rien. Dans la véranda, au milieu des fleurs, elle et Georges furent cachés par la haie de rosiers. Georges eut de nouveau la parole pour commencer. « Je vous remercie des sentiments affectueux que vous avez témoignés à ma vieille mère, dit-il. Je sais que, la nuit où mon père est mort, vous êtes descendu et vous êtes resté auprès d'elle jusqu'au moment où il a fermé les yeux. Merci. » Il saisit la main d'Émilie et la baisa. Il pouvait bien le faire pour cela. Elle rougit jusqu'au blanc des yeux, mais lui serra la main et le regarda de ses beaux yeux bleus. « Votre mère était une bonne âme, comme elle vous aimait, et elle me faisait lire toutes vos lettres. Je crois presque vous connaître. Comme vous avez été gentil pour moi quand j'étais petite, vous me donniez des dessins. »« Que vous déchiriez, dit Georges. »« Non, j'ai encore mon château. »« Il faut maintenant que je le construise en réalité, dit Georges. » Et à ces paroles, il sentit une ardeur monter en lui. Le général et sa femme parlèrent du fils du concierge dans leur chambre. Le garçon savait se tenir et s'exprimer avec une connaissance, une sûreté. Il pourrait donner des leçons, dit le général. C'est un homme d'esprit, dit la générale. Puis elle se tut. Monsieur Georges vint plusieurs fois au château du comte pendant la belle saison. On le regrettait quand il ne venait pas. Notre Seigneur vous a donné tellement plus qu'à nous autres, pauvres gens, lui dit Émilie. Vous en rendez-vous bien compte? Georges fut flatté de voir que la belle jeune fille l'admirait, et il la trouva exceptionnellement douée. Et le général se sentit de plus en plus convaincu que monsieur Georges ne pouvait pas être un enfant du sous-sol, c'était impossible. La mère était pourtant une très brave femme, dit-il. Je dois le dire à l'honneur de sa mémoire. L'été passa, l'hiver vint, on parla encore de monsieur Georges. Il était bien vu et bien accueilli, même en très haut lieu. Le général l'avait rencontré à un bal de la cour. Et dans la maison, on allait donner un bal pour la petite Émilie. Pouvait-on inviter monsieur Georges? Celui qu'invite le roi, le général peut aussi l'inviter, dit le général, et il se redressa d'un pouce. Monsieur Georges fut invité, et il vint,
et des princes et des comtes vinrent, qui dansaient mieux les uns que les autres. Mais Émilie ne dansa que la première danse. Elle y fit un faux pas sans gravité, mais un peu douloureux. Il fallait donc être prudent, cesser de danser, regarder les autres. Elle restait assise et regardait, et l'architecte était debout près d'elle. Vous allez lui donner toute l'église Saint-Pierre, dit le général en passant devant lui, et il sourit avec une extrême bienveillance. Il reçut monsieur Georges avec le même sourire bienveillant quelques jours après. Le jeune homme venait sûrement remercier pour le bal. Quel autre objet aurait eu sa visite? Mais si, l'objet le plus inattendu, le plus surprenant. Il dit des paroles insensées. Le général n'en croyait pas ses oreilles. C'était un discours fantastique, une demande inconcevable. Monsieur Georges demandait que la petite Émilie lui fût donnée pour femme. Jeune homme, dit le général, et le sang lui montait à la tête. Je ne vous comprends pas du tout. Que dites-vous? Que voulez-vous? Je ne vous connais pas, monsieur. Il vous prend idée d'entrer dans ma famille? Faut-il que je sois ici, ou faut-il que je n'y sois pas? Et à reculons, il entra dans sa chambre à coucher, tourna la clé et laissa tout seul monsieur Georges, qui resta là quelques instants puis s'en alla. Dans le corridor se tenait Émilie. Mon père a répondu, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Georges lui prit la main. Il a pris la fuite. Des temps meilleurs viendront. Il y avait des larmes dans les yeux d'Émilie. Il y avait assurance et courage dans ceux du jeune homme, et le soleil les éclairait et leur donnait sa bénédiction. Le général, assis dans sa chambre, était en ébullition. Oui, il bouillait encore et laissait échapper des exclamations. Folie, délire de concierge. Une heure n'était pas écoulée que la générale était au courant par la bouche même de son mari, et elle appela Émilie et lui parla seule à seule. Pauvre enfant, te faire un tel affront. Nous faire affront à nous. Tu as aussi des larmes dans tes yeux, mais elles te vont bien. Tu es charmante en pleurs. Tu ressembles à ce que j'étais le jour de mes noces. Va, pleure, petite Émilie. Oui, il le faut bien, dit Émilie, si toi et père ne dites pas oui. Enfant, cria la générale, tu es malade, tu es folle, et je suis prise de mon terrible mal de tête. Quel malheur s'abat sur notre maison. Ne laisse pas mourir ta mère, Émilie. Tu n'aurais plus de mère. Et la générale eut les larmes aux yeux, tant l'idée de sa propre mort lui était insupportable. Le journal annonça la nomination de monsieur Georges comme professeur de 5e classe, numéro 8. C'est dommage que ses parents soient morts et ne puissent pas lire ça, dirent les nouveaux concierges qui habitaient maintenant le sous-sol au-dessous du général. Ils savaient que le professeur était né et avait grandi entre leurs 4 murs. Il aura maintenant un revenu imposable, dit le mari. Oui, n'est-ce pas énorme pour un enfant pauvre, dit l'infâme. 18 rixdales par an, dit le mari. Oui, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est à l'élévation que je pense, dit la femme. Crois-tu qu'il se soucie de cet argent-là qu'il peut gagner bien des fois? Et il aura sans doute une femme riche en plus. Si nous avions des enfants, tu sais, notre enfant devrait aussi être architecte et professeur. On dit du bien de Georges au sous-sol. On en dit du bien aussi au bel étage. Le vieux comte se permit cela. Ce furent les dessins du temps de l'enfance qui en furent l'occasion. Mais pourquoi rappeler ces dessins? On parlait de la Russie, de Moscou, et l'on en arriva au Kremlin que le petit Georges avait autrefois dessiné pour la petite Émilie. Il avait dessiné tant d'images. Le comte s'en rappelait une surtout, le château de la petite Émilie, où elle dormait, où elle dansait et jouait aux visites. Le professeur était un homme très capable. Il mourrait sans doute vieux conseiller supérieur. Ce n'était pas du tout impossible. Et il aurait auparavant construit réellement un château pour la dame aujourd'hui si jeune. Pourquoi pas? C'était une plaisanterie singulière, observa la générale après le départ du comte. Le général branla la tête, songeur, sortit à cheval avec son groom à distance convenable, et se dressa plus fier que jamais sur son grand cheval. L'anniversaire de la petite Émilie arriva. On apporta des fleurs et des livres, des lettres et des cartes de visite. La générale la baisa sur la bouche, le général sur le front. C'étaient des parents affectueux. Et il vint de nobles visites, dont 2 princes. On parla de bals et de théâtres, de nominations diplomatiques, d'État et de gouvernement.
On parla de compétences, de celles du pays même, et l'on en vint ainsi à parler du jeune professeur, monsieur l'architecte. Son œuvre le rendra immortel, dit-on. Elle l'introduira sans doute aussi dans une des meilleures familles. Une des meilleures familles, répéta ensuite le général à sa femme. Laquelle de nos meilleures familles? Je sais à qui on fait allusion, dit la générale, mais je ne le dis pas, je n'y crois pas. Dieu dispose, mais je serais bien étonné. Je serais bien étonné aussi, dit le général. Je n'ai aucune idée dans la tête. Et il se plongea dans l'attente d'une idée. Il est une puissance, une indicible puissance dans la grâce d'en haut, faveur de la cour, faveur de Dieu. Et le petit Georges jouissait pleinement de cette faveur. Mais nous oublions l'anniversaire. La chambre d'Émilie embaumait de fleurs envoyées par les amis et amies. Sur la table, de beaux cadeaux en hommage ou en souvenir. Mais pas un ne venait de Georges. C'était impossible, et ce n'était d'ailleurs pas nécessaire. Toute la maison était un souvenir de lui. La fleur du souvenir poussait jusque dans le trou au sable sous l'escalier. Émilie avait crié lorsque le store avait brûlé, et Georges était venu lui porter les premiers secours. Un coup d'œil à la fenêtre, et l'acacia rappelait les années d'enfance. Ses fleurs et ses feuilles étaient tombées, mais l'arbre couvert de givre était là, comme une énorme branche de corail, et la lune brillait, grande et claire entre les branches, inchangée dans ses alternances, comme lorsque Georges partageait sa tartine avec la petite Émilie. Elle sortit du tiroir les dessins du château du Tsar et de son propre château, souvenir de Georges. Elle les regarda et songea, et mainte pensée lui vint. Elle se rappela le jour où, sans être vue de père et de mère, elle était descendue chez la concierge qui était à toute extrémité. Elle s'assit près d'elle, lui tint la main, entendit ces derniers mots. Bénédiction, Georges. La mère pensait à son fils. Émilie attachait maintenant à cela une importance. Oui, Georges prenait part à l'anniversaire, une grande part. Le lendemain, il se trouvait qu'un autre anniversaire était célébré dans la maison, celui du général. Le général était né un jour après sa fille, naturellement des années plus tôt, beaucoup d'années. Et de nouveau arrivèrent des présents, et parmi eux un sabre magnifique, commode et riche. Il n'y avait que l'un des princes qui en eût un pareil. De qui venait-il? Le général fut ravi. Un petit papier y était joint. Si le billet eût porté Merci pour hier, nous aurions pu deviner de qui cela venait. Mais il était écrit d'une personne que le général ne connaît pas. Qui au monde est-ce que je ne connais pas, dit le général. Je connais tout le monde. Et sa pensée parcourait tous les gens de la haute société. Ça vient de ma femme, dit-il finalement. Elle veut me taquiner. Charmant. Mais elle ne le taquinait pas, ce temps-là était passé. Et il y eut une fête, de nouveau une fête, mais non chez le général. Bal costumé chez l'un des princes. Les masques étaient aussi permis. Le général parut en Rubens, costume espagnol avec petites fraises, épée et belle tenue. La générale était Madame Rubens, en velours noir, col montant, terriblement chaud, avec une meule autour du cou, ce qui veut dire, naturellement, une grande collerette à tuyaux, exactement d'après une peinture hollandaise que possédait le général. Et comme on admirait surtout les mains, elles ressemblaient tout à fait à celles de la générale. Émilie était Psyché, en voile et dentelle. Elle était comme un duvet de cygne flottant. Les ailes étaient bien inutiles. Elle les portait seulement à cause du costume de Psyché. Un domino noir, avec des fleurs d'acacia sur la cagoule, dansait avec Psyché. « Qui est-ce » demanda la générale. « Son Altesse royale, dit le général. J'en suis tout à fait sûr. Je l'ai reconnu tout de suite à sa poignée de main. » La générale en doutait. Le général Rubens ne doutait pas. Il s'approcha du domino noir et traça dans sa main des lettres royales. Elles furent démenties, mais une indication fut donnée. La devise du sabre, une personne que le général ne connaît pas. Mais alors, je vous connais, dit le général. Vous m'avez envoyé le sabre. Le domino leva la main et disparut parmi les autres. Qui est le domino noir avec qui tu as dansé, Émilie demanda la générale. Je ne lui ai pas demandé son nom, répondit Émilie.
Car tu le savais, c'est le professeur. Votre protégé est ici, comte, continua-t-elle en se tournant vers le comte qui était tout près. Domino noir avec fleur d'acacia. C'est bien possible, chère madame, répondit-il, mais l'un des princes porte aussi le même costume. Je connais sa poignée de main, dit le général. C'est le prince qui m'a envoyé le sabre. J'en suis tellement sûr que je peux l'inviter à notre table. Faites-le. Si c'est le prince, il viendra sûrement, dit le comte. Et si c'est un autre, il ne viendra pas, dit le général. Il s'approcha du domino noir qui était en train de parler au roi. Le général présenta une très respectueuse invitation. Il pourrait faire connaissance. Le général souriait dans sa ferme certitude de savoir qui était son invité. Il parlait haut et clair. Le domino leva son masque. C'était Georges. Monsieur le général maintient-il l'invitation demanda-t-il. Le général grandit sûrement d'un pouce, prit une plus ferme attitude, fit 2 pas en arrière et 1 pas en avant, comme pour un menuet, et dans l'élégant visage du général parut autant d'expression et de gravité que le général pouvait en mettre. Je ne reprends jamais ma parole, vous êtes invité, monsieur le professeur. Et il s'inclina en jetant un coup d'œil vers le roi, qui avait sûrement tout entendu. Et il y eut un dîner chez le général, où ne furent invités que le vieux comte et son protégé. Prenons pied, se dit Georges, et la première pierre sera posée. Et la première pierre fut, en effet, posée en grande cérémonie chez le général et sa femme. L'homme était venu, et comme le général le savait bien, il avait parlé tout à fait comme un homme de la bonne société. Il avait été très intéressant. Le général avait dû prononcer maintes fois son charmant. La générale parla de son dîner, en parla même à une des dames de la cour, et celle-ci, l'une des plus spirituelles, demanda à être invitée la prochaine fois que le professeur viendrait. Il fallut donc l'inviter, et il fut invité, et il vint, et il fut de nouveau charmant, il savait même jouer aux échecs. Il n'est pas du sous-sol, disait le général, c'est sûrement un fils de qualité. Il y a beaucoup de fils de qualité, et ce n'est pas du tout la faute du jeune homme. Monsieur le professeur, qui était reçu chez le roi, pouvait bien venir chez le général, mais s'y implanter, il n'en était pas question chez lui, bien que toute la ville en parlât. Il s'implanta. La rosée de la grâce tomba de haut. Aussi ne fut-ce pas une surprise lorsque le professeur devenant conseiller, Émilie devint conseillère. La vie est une tragédie ou comédie, dit le général. Dans la tragédie on meurt, dans la comédie on s'épouse. Cette fois ils s'épousèrent, et ils eurent 3 forts garçons, mais pas tout de suite. Les gentils enfants enfourchaient leurs dadas à travers chambres et salons quand ils étaient chez grand-mère et grand-père, et le général aussi enfourchait son dada et chevauchait à leur suite, comme jockey pour les petits conseillers. La générale, sur son canapé, souriait, même les jours de migraine. Voilà où parvint Georges, et il alla beaucoup plus loin, sans quoi il n'eût pas valu la peine de conter l'histoire du fils du concierge. Fin de la lecture du conte Le fils du concierge. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.